Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Chers amis, bonsoir tout le monde. Je souhaite donc la bienvenue à tous les participants, nos amis membres de la MANS et membres de la Société tunisienne d'ORL. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc, avec les membres du bureau, nous avons organisé ce webinaire et nous en sommes fiers parce que c'est un premier enseignement organisé pour les ORL en Tunisie. Et je tiens à remercier vivement nos partenaires. Donc, c'est le laboratoire les MEDEL et Gmiha Houria qui ont accepté de sponsoriser cette rencontre. Particulièrement nos amis Vincent Jourde et Chekib Hassiki. Donc, je tiens à vous remercier, Monsieur Arnaud Devez, notre invité. Que vous avez accepté, malgré vos nombreux engagements, à assurer cet enseignement et à partager avec nous votre expérience sur la réhabilitation auditive par les biotechnologies. Vous êtes chirurgien à Marseille, dans un hôpital privé. Vous avez participé avec nous à la mise en place des premiers implants cochléaires MEDEL à Sfax et nous sommes fiers de votre amitié. Pour la modération, j'ai avec moi mes deux collaborateurs et amis, Dr Hamemi Bouthaina, les professeurs Bouthaina Hamemi et professeur Melek Mnajja. On va vous laisser la parole, Dr Devez, pour présenter votre conférence et puis nous aurons quelques minutes, une vingtaine de minutes pour les discussions et la réponse aux questions. Donc, je m'adresse aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions de façon écrite. Et vous êtes priés d'éteindre les micros et les caméras. Donc, à vous la parole, Dr Devez. Merci encore une fois. Merci de cette belle invitation, encore une fois. Merci de cette belle introduction. C'est un honneur de venir parler de tout ça. Donc, je partage mon écran. Donc, je disparais de vos yeux pour l'instant. Et bien sûr, dites-moi si par écrit ou Vincent par texto. Alors, attendez, ne bougez pas. Est-ce que vous le voyez l'écran ou pas? On le voit. Oui, on le voit, mais c'est pas en plein écran, pas comme tout à l'heure. Alors, attends, je pense qu'il y a un truc. Voilà, il faut sélectionner. Il y a deux choix normalement. Soit ouais, c'est ça. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas. Je pense que c'est bon là. Parfait. C'est bon? C'est parti. Donc effectivement, oui, je suis Marseillais et je travaille à l'hôpital privé Clerval, qui est un bel hôpital. C'est la dernière photo. Et vous êtes bien sûr cordialement invités. Clerval, c'est le groupe Ramsay. J'irai très vite. Hein. Je ne fais pas de la promotion pour le groupe, mais c'est vrai que c'est un groupe de santé privée qui a une valence académique en termes de recherche et d'enseignement, ce qui est très intéressant et assez nouveau pour la France. Et on a des bourses de fellowship d'1 année pour accueillir des étrangers qui voudraient faire une formation complémentaire. Donc sachez-le, ça peut être assez intéressant. On a accueilli pendant 3 ans un étudiant malgache, c'est intéressant. Hop. Et voilà, donc là, non, j'avais une demande de contrôle de ma présentation que j'ai refusée, je ne sais pas qui voulait contrôler tout ça. Donc, on va parler d'implants d'oreille moyenne et d'ancrage osseux. En fait, ce que je vais faire, c'est très pratique, essayer de placer la stratégie d'indication des dispositifs biotechnologiques dans la réhabilitation des surdité. Je vous le disais, les choses ont changé, à tel point que je peux même, sur cette diapositive de titre, la modifier en sachant que les implants d'oreille moyenne et ancrage osseux, il n'y a plus qu'un seul implant d'oreille moyenne réel, c'est celui de Medel, le Vibranson Bridge, qui est aujourd'hui disponible et suffisamment versatile pour pouvoir être utilisé dans plusieurs indications. Et j'ai la chance de continuer à travailler dans le laboratoire de biomécanique appliquée de l'hôpital Nord. Et on continue des recherches assez intéressantes et passionnantes sur la stimulation acoustique. Donc on n'en parlera pas ce soir, mais je tiens à continuer ces recherches qui sont fondamentales. Je pense que quand on reçoit, nous, ORL, et un peu plus spécialisé ou pas, un patient en consultation qui a une surdité,
on peut être assez fier de lui dire qu'on a quasiment une solution pour chaque type de surdité. Et c'est réel, ce n'est pas une vue de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en dehors des cas rares d'aplasie du nerf cochléaire, de neurinomes de l'acoustique bilatéraux, qui sont éligibles aux implants du tronc cérébral, même si le résultat est un peu moins probant, en dehors de ces cas, on peut toujours faire quelque chose. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Donc vous avez pas mal de dispositifs qui sont affichés ici, il y en a qui n'existent plus. Et on a 3 options de décision. La performance de l'implant, sa sécurité opératoire et sa sécurité tout court en point de vue de dispositif médical et bien sûr son coût et le remboursement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, et ça c'est vraiment fondamental à avoir en tête lorsqu'on voit un patient, c'est que l'implant d'oreille moyenne ou l'active medullary implant en anglais, cette activation d'un implant d'oreille moyenne, en fait c'est une prothèse ossiculaire active. Et je pense que depuis toujours, le premier implant qui était le VSB de Medel, a été vraiment la prothèse ossiculaire active qu'on place dans l'oreille moyenne. Et ce n'est pas anodin puisque lorsque vous voyez en bas à MEI, c'est Active Medullary Implant, on voit que le transducteur, c'est-à-dire le FMT du Vibrant, la partie vibrante, va pouvoir être placé directement au contact de la cochlée ou de la chaîne ossiculaire pour aller transmettre le son au plus près de l'oreille interne. Alors que la prothèse conventionnelle va devoir traverser le problème du haut-parleur. Il n'y a pas de haut-parleur dans un implant d'oreille moyenne, c'est une vibration naturelle. Va devoir mettre en vibration l'air et le tympan et la chaîne ossiculaire. Donc on va court-circuiter une étape importante qui est la transduction air-os. Et pour le BCI, les implants de conduction osseuse, Bone Conduction Implants, on voit que la transduction se fait directement dans l'os du crâne, ce qui va être aussi direct en termes de transmission acoustique, mais avec de l'amortissement, et on en parlera. Donc, pour retenir, l'implant d'oreille moyenne, c'est une prothèse ossiculaire vibrante. On va pouvoir faire une tympanoplastie avec l'implant, et en même temps, amener la puissance acoustique de l'appareillage. Donc c'est ça, le côté actif de l'implant, c'est le traitement de la composante neurosensorielle, et on verra que c'est un point très important à vérifier lorsque l'on regarde l'audiogramme de son patient. Middle ear, c'est la prothèse qui vient au contact de l'oreille moyenne, donc c'est une vraie tympanoplastie active. Et le côté implanté, ben c'est ça, c'est le principe de court-circuiter le tympan, et plus ou moins les osselets, pour s'affranchir de problèmes otitiques. C'est-à-dire que même en cas d'otite, en cas de mauvaise aération de l'oreille moyenne, eh bien, au contraire, c'est là où l'indication est la meilleure, puisque l'implant vibrant va s'affranchir du problème vibratoire aérien qui pose tant de soucis dans les tympanoplasties. Alors, le problème, c'est qu'on peut avoir plusieurs solutions. Et la difficulté, c'est peut-être de sélectionner le patient dans des indications qui sont communes. Une surdité mixte, une surdité de conduction peut avoir plusieurs options. Et c'est là où la réflexion chirurgicale et la réflexion d'indication portent ses fruits. Donc, ce sont quelques éléments de décision, mais on va regarder les seuils auditifs. On va regarder l'anatomie. On va regarder l'âge du patient. Un patient très âgé, dont on sait que l'audition va se dégrader, peut-être qu'on choisira une solution qui sera un peu plus puissante. On va regarder l'historique otologique. Quelles sont les précédentes interventions? Une cavité ouverte 8 fois opérée peut-être sera moins accessible qu'une latéralisation de tympan chez un sujet jeune. Le coût, c'est un point très important dans la décision. Et bien sûr, l'aspect cosmétique, et ça, c'est le patient qui va nous imposer parfois ses choix. Donc c'est ça, en gros, c'est regarder l'audiologie en haut. L'audiologie, c'est l'audiogramme. Quel est le reste auditif? Et donc, on va pouvoir, à ce reste, corréler la puissance du dispositif. Si on a une bonne réserve, on aura un implant qui va être plus ou moins puissant, mais même s'il n'est pas très puissant, un implant en conduction osseuse, par exemple, va pouvoir être fonctionnel. Si on a une mauvaise réserve, on va choisir un implant qui est un peu plus puissant et voire placé à l'intérieur de l'oreille. Le coût, l'histoire, je vous l'ai dit, et l'anatomie. Et l'anatomie et l'imagerie et l'histoire vont être des facteurs qui vont influencer la capacité de placer l'implant, le placement et le couplage de l'implant. Donc c'est ça les facteurs de développement et les facteurs de choix de cet implant d'oreille moyenne. Vous voyez que l'implant se situe entre l'implant cochléaire et les implants acoustiques aériens ou en conduction osseuse. Donc on a une vraie compétition qu'on appelle volontiers positive.
la compétition et la concurrence, c'est toujours positif. C'est les patients qui vont en bénéficier. S'il n'y a pas de concurrence ou de compétition, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a tendance à moins innover. Donc on a des facteurs qui sont technologiques, la puissance de l'implant, l'optimisation du couplage. Il faut qu'on ait des solutions de couplage qui soient versatiles, multiples, pour pouvoir s'adapter à différentes situations. Le traitement du signal, le caractère invisible. Est-ce qu'on a un microphone implanté? Est-ce qu'on a une batterie rechargeable? Ça, c'est T, parce que je parle au passé, l'implant Carina. Est-ce que l'implant est suffisamment fiable? Ça ne sert à rien de mettre un implant qui, 3 ans après, va tomber en panne. Et la compatibilité IRM, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, parce que l'IRM se généralise. L'IRM sert à suivre les pathologies de l'oreille moyenne haute du cerveau, et il faut que l'implant puisse être compatible avec tout ça. Et après, on a des facteurs ou des acteurs, on peut dire les deux, économiques et sociaux. Est-ce que l'investissement industriel et privé est capable de nous aider à financer ces dispositifs? Est-ce que le remboursement social de l'État, de la CNAM, nous permet de le proposer à des patients? Et bien sûr, l'individu, je l'ai dit, le cosmétique, c'est un acteur important. Un patient, aujourd'hui, il a son choix, il a sa part de choix. Donc on a 2 grandes catégories, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parlera pas trop, ou voire pas du tout, des surdité neurosensorielles, puisqu'on a 2 situations dans ce cas-là. Soit le dispositif biotechnologique est là pour optimiser une situation de cophose, de SSD, de cophose unilatérale, et c'est uniquement aujourd'hui la conduction osseuse en dehors de l'appareillage auditif en crosse, bien entendu, mais la conduction osseuse qui va nous être utile. Ou alors, l'implant d'oreille moyenne vient remplacer un appareillage existant, et là c'est plus discutable, puisque parfois ce sont des choix des patients qui ne veulent plus d'appareillage, et c'est pour ça que les implants dans ces indications-là sont mal remboursés. Donc pourquoi on le ferait? Une meilleure qualité sonore, un désir de visibilité, d'être plus discret, et surtout, et là c'est l'indication qu'on garde aujourd'hui de manière indiscutable, problème d'intolérance aux embouts, d'allergie, d'eczéma chronique qui empêche un patient de porter son appareillage. À droite, surdité transmissionnelle mixte, ce sont les indications les plus courantes de réhabilitation auditive, et je suis sûr que dans vos consultations, vous avez beaucoup de patients qui sont en impasse thérapeutique et qui ont besoin de solutions. Et donc, le mot-clé, c'est quoi? C'est stimuler, faire vibrer au bon endroit. Et là, l'implant, vraiment, apporte la solution. Parce qu'une surdité transmissionnelle mixte, on est obligé de traverser une oreille moyenne non fonctionnelle. Soit c'est le conduit qui est sténosé ou fermé, soit c'est le conduit qui coule tout le temps, soit c'est le tympan qui n'est pas présent, ou les osselets qui sont fracassés. Et donc, on a besoin d'aller amener la stimulation. Et donc, là, l'implant, c'est la solution. Alors, si on n'arrive pas à mettre l'implant, on pourra mettre un implant en conduction osseuse. Mais on a toujours une solution pour amener le son à la cochlée. Et donc, à tel point que le gouvernement français, aujourd'hui, considère que ces indications-là sont indiscutables et elles sont remboursées en France. C'est-à-dire que 100% des solutions d'implant d'oreille moyenne et de conduction osseuse sont remboursées en France. Alors en France, il n'y a que le VSB qui est remboursé dans les surdité mixtes, mais il est intégralement remboursé. De toute façon, il n'y a pas d'autres implants aujourd'hui disponibles sur le marché, on en parlera. Et toutes les solutions en conduction osseuse, à part le Bone Bridge, sont remboursées aussi en France intégralement. Il n'y a aucun reste à charge pour les patients. Donc ça, c'est important, ça veut dire que vraiment l'État a considéré que ces situations-là étaient éligibles au remboursement. Donc les solutions osseuses, pour aller un peu plus vite, on a en haut les solutions qui sont des solutions à peau ouverte, à pilier. Donc il n'y en a que 2, c'est le pilier de cochléar et le pilier du ponto d'oticone, qui assurent une transmission acoustique à fort potentiel, puisqu'on a une transmission directe à l'os, avec les inconvénients cutanés qu'on connaît. Et au-dessous, on a les solutions à peau fermée. Et donc j'ai mis l'alpha 1 et 2 de Sophono avec une puissance relative et un doublement. L'implant Bone Bridge de Medel, dont on parlera, mais pas techniquement, mais on verra une petite vidéo, et qui va amener directement la vibration sous la peau. On n'a que le processeur à l'extérieur. Donc la vibration est vraiment sans amortissement. Ça, c'est l'intérêt. La BHA Attract, donc aimantée de cochléaire, là c'est très différent. N'a aucun rapport puisque la vibration est à l'extérieur et est transmise à travers la peau avec un amortissement. Cochléaire a modifié son Attract et a sorti en fait un Bone Bridge maison qui s'appelle l'Osia,
qui vient juste de sortir et dont les propriétés sont les mêmes que le Bond Bridge, à savoir une vibration interne, un processeur externe. Et on a le ADIR de Medel qui est un petit peu hybride. Alors je l'ai mis ici parce que ça répond à la définition, une solution en conduction osseuse à peau intacte. Donc il n'y a pas de discussion, c'est bien ça. Donc on colle le système sur la peau et la vibration se transmet par collage. Donc solution osseuse, voilà, une petite vidéo du Bond Bridge, hein. Ce n'est pas un cours de chirurgie, mais au moins on a une petite vidéo qui nous montre comment on place un Bond Bridge. Ça n'a rien de compliqué, c'est un petit peu ancien, j'étais encore à l'hôpital Nord, donc c'est peut-être pas le nouveau modèle, mais Vincent Jourde vous dira que le nouveau modèle est plus petit, donc encore plus facile à mettre. Donc ce sont pas les bonnes dimensions, mais ça reste le principe reste le même. Une cophose, donc une cophose ou une soluté mixte, c'est la même chose. Un planning opératoire qui est aujourd'hui quasiment plus utilisé. C'est impossible de se planter avec un Bond Bridge, hein, on peut toujours le mettre. Donc là, c'est une petite incision limitée rétroauriculaire. On place le modèle, on trace ses marques. Donc on sait qu'il va en profondeur, il va aller. On fraise sa logette. Et ensuite, on place, j'avance un petit peu, hein, on place ses trous et on met en place ses vis pour que ça tienne avec un serrage optimisé. Voilà, fermeture, l'implant en place à travers la peau, il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est la tracte. La tracte, bon, je passerai vite dessus, pas parce que c'est un Wiener-Medel, hein, on est obligé de parler de tout et c'est bien sur logique, mais il n'y a rien de compliqué dans la tracte. On fait un trou Cop1 BHA, on place son implant osseux et par-dessus l'implant osseux, on met son aimant à plat. Et ensuite, l'aimant cicatrice et on place son processeur qui n'a pas de difficulté. L'ADIR de Medel, c'est vraiment une solution assez intelligente. Alors esthétiquement, moi, j'aime pas. C'est un avis très, très personnel. Mais je trouve que ça peut rendre vraiment de grands services lorsqu'on n'a pas d'autre solution pour l'instant, avec un système qui est extrêmement simple. Hein. C'est vraiment une idée de génie. Un petit patch autocollant très adhésif avec un petit clip, et par-dessus, on met le processeur et du coup, on entend directement. Donc, il n'y a pas de plus simple, non chirurgical. Vraiment, il faut y penser parce que ça peut dépanner les patients. Après, c'est une histoire de coût, hein, bénéfice et coût, mais ça peut dépanner les patients en attendant d'autres solutions éventuellement. Donc, moi, je trouve ça très bien. Donc, si on regarde un peu l'indication, c'est ça qui nous intéresse ce soir, les solutions percutanées, ce sont les plus puissantes. Il n'y a pas de discussion. Lorsqu'on a un pilier qui traverse la peau, on n'a aucun amortissement. Donc, on peut descendre jusqu'à 50, 60 décibels de perte en conduction osseuse. Hein. C'est la réserve cochléaire qui nous intéresse ce soir. Hein. Ce soir, on va se moquer complètement, ou presque complètement, de la conduction aérienne, de l'audition. On a un patient qui est sourd cophotique en consultation. Si on pose un diapason sur son front et qu'il entend sur l'oreille sourde, on sait qu'il a une réserve cochléaire. Donc, il aura une implant conduction osseuse au minimum. Après, on voit si on fait le reste. Donc, 50-60 décibels, le super power de cochléaire peut aller plus bas. Et les solutions transcutanées qui sont beaucoup plus simples. On a l'alpha, le BHA Tract, Bond Bridge. Vous voyez qu'on est tous entre 35 et 40 décibels. Le Bond Bridge va lécher les 45 décibels. Après, il faut bien sûr regarder notre oreille pour qu'un patient ait à peu près une stéréophonie. Mais on a quand même des puissances intéressantes. L'ADIR, c'est beaucoup plus limité. L'ADIR, c'est fait pour ce que c'est fait. Hein. C'est pas pour aller chercher des sonorités très puissantes, très basses. Mais jusqu'à 20-25 décibels, vous avez un traitement parfait de la sonorité de transmission. Donc voilà, si je regarde les indications, Bond Bridge, 40-45 dB de réserve cochléaire, ADIR 25 dB de réserve cochléaire, et vous allez pouvoir récupérer toute votre perte, puisque la particularité de l'implant conduction osseuse, c'est qu'il va récupérer l'ensemble de la perte du rhinogéométrique, puisqu'il va se calquer sur la courbe osseuse. L'implant d'oreille moyenne, proprement dit, l'indication reine, c'est vraiment les sonorités de transmission et mixte, et ça c'est une diapositive qui est ancienne, et c'est quand je faisais ces formations, l'indication que je gardais des implants d'oreille moyenne et que depuis au moins 6 ans ou 7 ans c'est le cas, voire plus, c'est les sonorités de transmission et mixte. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, avec un implant d'oreille moyenne, assurer une stimulation fiable et durable et quasiment traiter toutes les pertes. Ça veut dire que je vais être un petit peu provocateur, mais c'est vrai. Un patient qui rentre avec des séquelles d'otite chronique ou une sonorité de transmission mixte, on peut quasiment toujours, sauf cas particulier, placer un implant d'oreille moyenne. Donc si on pense conduction osseuse pour une sonorité de transmission ou une sonorité mixte, pensez à un implant d'oreille moyenne et voyez si vous pouvez le placer.
Donc c'est ça. Donc le VSB de Medel, je le dis tout de suite, c'est le seul implant d'oreille moyenne encore disponible, sans parler de l'estime d'Envoy qui est pour les surdité neurosensorielle, dont je ne parlerai pas parce qu'il ne peut pas s'appliquer aux otites chroniques et aux séquelles, puisqu'il faut une oreille moyenne normale. Donc c'est la chirurgie pour moi esthétique de la surdité, dont je n'en parle pas, Envoy estime. Mais le VSB est le seul implant. Pourquoi? Le Codax a été retiré il y a environ 3 ou 4 ans. Et le Carina vient d'être arrêté par Cochlear cette année. Donc ça veut dire que le topo, il est simple. On n'a plus que le VSB, ce qui est quand même une bonne chose parce que c'est un implant qui est fiable, très ancien. C'est l'implant qui a le plus de patients implantés dans le monde au niveau de l'oreille moyenne. Et il est suffisamment versatile puisque les évolutions de l'implant de VSB ont été dans la facilitation de la mise en place et l'ajout de coupleurs très efficaces. Donc vraiment, cet implant qui comporte ce processeur externe, cette partie implantée avec la partie vibrante qui aujourd'hui est complètement libre, ça veut dire que vous en faites ce que vous voulez. Et vous avez des petits coupleurs qui vont permettre d'accrocher cette prothèse ossiculaire vibrante à n'importe quelle partie de l'oreille moyenne pour pouvoir amener le son au plus près de l'oreille interne. Donc vraiment, c'est la solution idéale. On va les trier, on va en discuter, mais c'est cet implant-là. Donc voilà le FMT avec les 4 coupleurs principaux de gauche à droite pour l'enclume en situation classique par tympanotomie postérieure. Le deuxième au milieu pour l'enclume au niveau de l'épitympanotomie, donc courte apophyse, plus simple parce qu'on n'a pas besoin de faire une tympanotomie postérieure. Le troisième, c'est pour les fenêtres rondes, certaines indications un peu particulières. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup et Vincent Jourde le sait. Et le coupleur pour l'étrier. Sur le diapositive, il manque le coupleur pour la platine, on le verra tout à l'heure. Donc, l'implant de VSB, il est très simple. Très simple chirurgicalement, vraiment. La courbe d'apprentissage est vraiment facile. Il est fiable, il n'y a quasiment pas de panne. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais cet implant, il a été placé sur des milliers de patients sans qu'il y ait de problème particulier. C'est quand même assez rassurant. Et les réglages sont vraiment simples. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que là, vous voyez la plage d'indication pour les surdité neurosensorielles. Attention, neurosensorielles, vous voyez qu'il peut aller jusqu'à des surdité sévères. Par contre, si l'on regarde l'indication dans les surdité mixtes, si elle n'a pas changé, c'est peut-être un diagramme un peu ancien, vous regardez qu'elle a un peu changé. C'est que sur les fréquences graves sur le 500 Hz, on va jusqu'à 40, 45 décibels. Moi, je vais jusqu'à 45 décibels sans problème, voire aujourd'hui, avec le nouveau processeur externe qui n'est pas celui-là, j'aurais dû changer le petit icône, on peut aller un petit peu plus bas. Mais vous regardez quand même, si vous revenez en arrière, qu'on monte quand même l'indication. Donc il faut faire attention à ces réserves cochléaires, parce que la vibration sur les graves, elle est un peu plus difficile à obtenir. Par contre, sur les aigus, on a quand même du gain. Donc ça veut dire que c'est la même, si vous regardez, c'est la même plage d'indication qu'une BHA sur pilier. Donc ça veut dire que si vous pouvez mettre une BHA sur pilier, sur la plage d'indication géométrique, pensez à mettre un VSB. Et deuxièmement, mais ça c'est très personnel, le coupage de la fenêtre ronde, il est plus aléatoire, il est plus compliqué, il est plus risqué. Et si c'est la seule solution, il faut y réfléchir à 2 fois avant de le faire pour être bien certain que ce soit la bonne solution pour le patient. Donc c'est les vieilles vidéos, j'en ai pas des récentes parce que il faut que j'ai pas eu le temps de monter le dernier film. Bon là c'est une implantation classique, un peu vieille. Vincent elle reconnaît celle-là, mais voilà, donc là c'est avec un sillon transcanalaire, peu importe, mais voilà, le couplage de l'ancien modèle, je vais vous montrer ça, voilà. Très facile, donc aujourd'hui, on a un couplage différencié, c'est-à-dire qu'on prend son FMT, on le clip au coupleur et on l'accroche à l'enclume, ça ne pose pas de problème particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, cette vieille patiente, Martine, vous voyez qu'on devait retourner le petit clip pour pouvoir le fixer sur l'étrier. Et c'était très intéressant. Alors qu'aujourd'hui, on a le clip parfait pour l'étrier et je vais vous le démontrer au niveau acoustique, voilà, sur l'étrier pour le mettre en place. Donc encore une fois, ce n'est pas un cours de chirurgie. Je parle du MET et du Carina rapidement pour dire qu'ils ont été arrêtés. C'est dommage parce que c'est un implant qui était complètement implanté, qui pouvait également se mettre en place dans plusieurs situations, un peu plus compliqué à mettre en place. Difficile, c'était intéressant pour moi, ça me faisait voyager pour aller former les équipes, mais j'avoue que c'était un petit peu compliqué. Je pense que c'est une erreur, ils n'auraient pas dû l'arrêter parce qu'on n'a pas d'autres implants complètement implantés aujourd'hui et c'est un petit peu dommage pour les patients. Donc il n'y est plus. Donc je passe l'indication, qui est un peu plus puissant.
Alors, pourquoi dès le début, le VSB était le meilleur des implants? Eh bien parce que le VSB avait choisi de s'accrocher à la chaîne des osselets par un clip. Et si vous regardez les études sur l'autospongieuse, eh ben, les meilleurs résultats, c'est quand vous clippez la prothèse. Et là, on avait travaillé avec Stéphane Tringali à Denver sur le couplage, et le couplage par clip, c'était celui qui donnait les meilleurs résultats. Donc, dès le début, le VSB, avec son couplage par clip, qui était obligatoire, optimisait la transmission acoustique. Donc là, c'est pour ça qu'il est si fiable et si intéressant. Le Codax, pareil, il a été arrêté, donc je passe. Mais c'est quand même bien de vous dire que c'est un plan très compliqué à mettre en place, avec quasiment peu de chances de survivre. Et en plus, il était dangereux, en plus à mettre, et très réservé. Mais au moins, je vous dis qu'il a été retiré. Donc, où se placer, c'est intéressant, parce que vous avez l'ancien coupleur d'un fenêtre ronde, mais qui aujourd'hui est un petit peu plus simple. Et bon, on a travaillé beaucoup avec Stéphane, et on s'était posé déjà la question sur la fenêtre ronde. Ça nous a interpellé, cette histoire. Lorsqu'on regarde... Attendez, je me suis trompé de truc, mais c'est pas grave, je reviendrai. Lorsqu'on regarde les stimulations de la fenêtre ronde, on voyait très bien qu'on avait des résultats hétérogènes. Et pourquoi? C'était très simple, c'est parce qu'en fait, il ne fallait pas toucher l'os autour. C'est-à-dire que si vous touchiez l'os autour de la fenêtre ronde avec votre implant, quel que soit l'implant, là c'était avec un Carina, mais peu importe, c'était juste une stimulation vibratoire, et bien vous perdiez de la puissance. Et lorsqu'on regarde ce qu'a fait Medel avec son nouveau coupleur, donc là c'est une vidéo qui est issue de leur site internet, vous voyez qu'ils ont optimisé. Ils ont fait un biseau afin que le couplage acoustique puisse être, j'avance, hein, voilà, que le couplage acoustique puisse être directement en contact sans que les bords du FMT, hein, du partie vibrante, puissent toucher l'os autour. Et donc, on a quand même quelque chose d'extrêmement performant sur le plan de la transmission acoustique. Donc, c'est ça qu'il faut choisir. La préférence de la stimulation stapédienne. Donc là, j'ai mélangé la diapositive. Donc, on avait montré avec Stéphane qu'en fait, quand vous stimuliez l'étrier de manière directe, c'est là où vous avez le maximum de puissance. Par rapport à une chaîne intacte en rouge, vous voyez que c'est presque, alors c'est paradoxal, mais c'est presque mieux d'enlever la chaîne et de stimuler l'étrier que de garder une chaîne intacte avec un implant d'oreille moyenne. Donc, ça vous prouve bien que la stimulation par clip de l'étrier, c'est la meilleure. Donc je reviens en arrière, je suis désolé, je n'ai pas vérifié. Vous avez ce FMT parfait, c'est-à-dire ce soft clip de Utenbrick là. Non, c'est la prothèse de Dresde, mais c'est pareil, c'est l'ex-équipe de Utenbrick qui se clip sur l'étrier. C'est hyper intéressant parce que vous avez une puissance acoustique parfaite et vous avez plusieurs longueurs différentes. Bon, ça ne présente pas de difficulté particulière. Donc encore une fois, la fenêtre ronde, c'est valide, mais c'est plus technique. Si on peut stimuler l'étrier, c'est parfait. Et même, on peut stimuler le vestibule avec une prothèse totale. Hein, une prothèse totale. Et là, on a, je passe, Medel a sorti ce coupleur de platine, qui est alors un peu plus technique, puisqu'il va falloir mettre le FMT sur le coupleur sur la platine et le stabiliser avec un cartilage. Ça commence à être intéressant, mais bon, pour les chirurgiens que nous sommes, eh ben, c'est plutôt sympa. Hein, c'est des vraies tapanoplasties compliquées. Donc, c'est intéressant. Donc, vous avez, bien sûr, cet implant d'oreille moyenne qui va pouvoir s'interfacer entre l'appareillage et l'implant cochléaire. Et c'est ça qui est intéressant. Et la conduction osseuse. Donc, après, je reviens à ma diapositive du début. Comment on va choisir? Efficacité, réversibilité et sûreté et facilité chirurgicale et le coût. Donc, comment on fait son choix? La première question à se poser, là, c'est les diapositives les plus intéressantes, c'est est-ce que le statut auditif, c'est-à-dire l'audiogramme et la réserve du patient, est compatible avec un implant? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quelle est la valeur de la conduction osseuse et on regarde si le patient a une vocale présente. Alors, la vocale en conduction osseuse, c'est compliqué, mais bon, il faut quand même qu'il y ait une vocale. Et même avec une sonorité de transmission ou mixte, si vous appareillez votre patient en aérien, ça peut être un test de savoir si sa vocale présente une dynamique, c'est-à-dire est-ce qu'il retrouve une compréhension. Et s'il retrouve une compréhension, ça veut dire que son oreille interne est bonne. Deuxième question, après cette étape-là, est-ce que les conditions anatomiques locales sont compatibles avec une implantation? Est-ce qu'on peut faire une ossiculoplastie? Est-ce qu'on peut faire une ossiculoplastie? Alors, si on peut faire une ossiculoplastie, mais que l'oreille n'est pas ventilée, il va falloir préférer un implant d'oreille moyenne. Parce qu'une ossiculoplastie avec une oreille non ventilée, ça ne sert à rien. C'est là où l'implant va être intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir se placer sur l'étrier? Franchement, c'est ça qu'il faut regarder. La première chose que je regarde sur un scanner, est-ce qu'il y a un étrier? Est-ce qu'il y a un espace suffisant?
pour mettre l'implant. Alors avec le VSB, c'est pas le problème. Avec le Carella, c'était le problème. Avec le VSB, on n'a pas besoin d'espace, hein, puisque l'implant est tout petit, le FMT est tout petit. Donc si on met une prothèse oculaire, on met un VSB. Et est-ce que le patient a une pathologie évolutive comme un cholestéatome qui pourrait nous gêner pour un implant d'oreille moyenne? Parce que même si le VSB de Medel est compatible avec les RM, on ne peut pas surveiller un cholestéatome. Donc, premier critère audiologique, audio. Deuxième critère anatomique. Troisième critère, c'est le coût. Bénéfice, risque, coût. Est-ce qu'il y a une solution moins chère? Et la solution la moins chère, c'est réaliser une tympanopllastie avec une ossicloplastie, mettre une prothèse auditive. Puisque l'implant, c'est l'association des deux. Mais si c'est remboursé, l'implant, c'est toujours mieux, puisque vous allez avoir quelque chose de plus performant. Donc, quand on regarde notre patient, première chose, comment est l'oreille contralatérale? Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est avoir une stéréophonie. Si vous voyez qu'avec votre rhinogéométrique, la courbe osseuse est trop basse et qu'une ossicloplastie ne fera jamais une stéréophonie, ça veut dire que si vous devez faire une tympanopllastie pour appareiller le patient, vous remplacez ça par un VSB, vous avez géré le problème. Parce que le VSB, ça va être l'ossicloplastie plus l'appareillage. Donc, vous aurez votre stéréophonie. Donc, il faut regarder notre oreille. Est-ce qu'il y a un RIN qui est faible? Si le RIN est de moins de 30 décibels, un appareillage simple peut permettre, si la courbe osseuse n'est pas trop basse. Deuxième chose, si ce n'est pas le cas, est-ce que la valeur de la courbe osseuse est compatible avec un implant en conduction osseuse, BCI? Donc, il faut regarder que ce soit meilleur que 45 dB. Si c'est au-dessous de 45-50 décibels, on va commencer à se poser des questions. On ne va pas être trop efficace. Donc, le seuil en conduction osseuse, c'est la cible. C'est la sélection du type d'implant. C'est la valeur résiduelle neurosensorielle qui va nous permettre de choisir le modèle. Soit un modèle en conduction osseuse dont on vous dira qu'il rattrape la conduction osseuse, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas monter au-dessus de la conduction osseuse, soit un implant d'oreille moyenne qui va surcompenser. On va rajouter du gain au-dessus de la courbe osseuse. Encore une fois, c'est tympanopllastie plus implant d'oreille moyenne. Et bien sûr, on regardera l'âge. Le patient doit absolument bénéficier d'essais de conduction osseuse sur bandeau et ou de prothèse auditive. Et il faut qu'on réalise des tests en tonal et en vocal, en champ libre, avec l'appareillage, c'est-à-dire avec le bandeau et avec la prothèse auditive, avant de choisir. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'implants d'oreille moyenne, il n'y a que le VSB. Donc, regardez, si votre courbe osseuse est moins de 30 décibels, on peut utiliser un VSB. On peut utiliser tous les implants en conduction osseuse et même l'ADIR. Si la CO descend à 40-45, on va avoir plutôt un implant de type magnétique en conduction osseuse ou un implant sur pilier si on est au-dessous de 45. Et là, on va se poser la question, est-ce qu'on met un bone bridge ou pas, en fonction si la conduction osseuse est un petit peu limite. Si la courbe osseuse est entre 45 et 70, là, il va falloir réfléchir. Est-ce que le VSB va être assez puissant? Est-ce que l'oreille moyenne est assez belle? C'est une discussion en cas par cas, c'est les choses les plus difficiles. Et si la courbe osseuse est moins que 70 décibels, ce qui est difficile, puisqu'au-dessous de 70, c'est difficile à mesurer, il n'y a quasiment rien. Avant, on avait le mètre et le carénage, aujourd'hui, on n'a plus rien. Donc, est-ce qu'on met un implant cochléaire? Est-ce qu'on passe en électrique? C'est une bonne question. Et bien sûr, s'il n'y a pas de dynamique vocale, même si on est à 70 décibels, c'est l'implant cochléaire. Pensez-y, ça marche. Donc, après la sélection audiologique, la sélection anatomique. Donc, on va regarder est-ce qu'il y a un cholestéatome, est-ce qu'il y a une dysfonction tubaire, est-ce qu'il y a des infections, est-ce que le tympan est latéralisé, combien de chirurgies il y a eu avant, quelles techniques ont été utilisées. Tout ça, ce sont des paramètres qu'on analyse en 5 minutes avec le patient. Et en fonction de ça, on saura la difficulté opératoire. Bien sûr, la difficulté opératoire, c'est la tympanopllastie simple. Et sachant que le VSB de Medel va nous permettre de traiter, de réaliser une véritable tympanoplastie active dont on sait qu'elle va marcher. Parce qu'une tympanoplastie classique, si l'oreille n'est pas ventilée, on n'est pas sûr qu'elle fonctionne. 30% ne vont pas fonctionner. Si le VSB peut être placé dans l'oreille, on a 99% de chances que ça fonctionne. Au scanner, on va regarder les faisabilités. Est-ce qu'il y a encore des restes ossiculaires? En gros, la seule question à se poser, est-ce qu'il y a un étrier? Est-ce que l'oreille moyenne est aérée ou pas? Est-ce qu'il y a des procidence mastoïdiennes qui vont nous gêner? Est-ce qu'il y a une notospongiose ou une tympalosclérose? Ça, c'est très important. Si l'histoire est en faveur de ça, c'est la seule limite. Bien sûr, on pourra parfois ne pas savoir ça. Mais un étrier fixé, on sait qu'on n'aura pas un bon résultat quoi qu'on fasse. Et est-ce qu'on a besoin d'IRM ou pas? Si c'est une histoire de cholestéatome qui n'est pas contrôlée, on est au moins à moins de 3 ans après un cholestéatome, attention, pas d'implant. On attendra d'être certain qu'il n'y ait pas de cholestéatome pour implanter.
Est-ce qu'il y a eu un neurinome ou autre chose qui pourrait nous gêner? Bon, mais tout ça, c'est l'artefact. C'est le risque de démagnétisation, de mobilisation de l'implant. Quoique avec le VSB, on a moins de problèmes qu'avec les autres implants d'oreille moyenne. Mais bon, on a toujours le problème de l'artefact. Hop, et donc pourquoi? Dans ce cas-là, si on a une pathologie centrale, un neurinome, on utilisera un implant de conduction osseuse plutôt sur pilier pour ne pas avoir d'artefact. Donc voilà des situations. En haut à gauche, une oreille moyenne complètement prise. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a l'étrier qui est présent. Alors, je ne sais pas si j'ai pas de flèche, en fait. Je ne pense pas que vous la voyez. Ah oui, j'ai une flèche là, pardon. J'ai une flèche rouge. Je suis bête. Vous voyez là, il y a votre étrier. Donc là, on sait qu'on a une oreille moyenne qui ne ventile pas, mais on a un étrier présent. Et bien ça nous permet de dire qu'on va pouvoir mettre un VSB. Ici, c'est encore plus simple. On a une oreille moyenne qui est assez aérée. Et on a une branche descendante de l'enclume, donc un étrier qui sera présent. Pareil ici, c'est intéressant, on a un tympan latéralisé, hein. Vous voyez qu'on a un tympan qui est complètement épais, donc c'est hors de question de réparer tout ça, ça ne sert à rien. Par contre, on a un bouton d'étrier. Donc ça veut dire que là, on n'aura aucun problème, et c'est ce patient-là, on n'aura aucun problème pour aller fixer son VSB, on va guérir son patient de la surdité. Pareil ici, hein. Là on a une latéralisation, on n'a pas de prothèse ossiculaire, on a une platine qui est libre. Ici, une technique ouverte. Donc, bien sûr, on a besoin de reconstruire l'oreille moyenne. C'était Linder qui, en 2009, hein, ça fait déjà 11 ans, avait proposé d'exclure l'oreille moyenne et de mettre des vibrants. C'est-à-dire que son but, c'était ça. C'est de pouvoir mettre un implant vibrant ici, sur la fenêtre ronde, et de fermer l'oreille. Donc, pour moi, alors c'est une petite chose que je dirais, c'est une mode qui a eu, de faire des exclusions d'oreille moyenne pour les otites chroniques. Moi, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'on peut reconstruire un conduit auditif, honnêtement, sur une oreille comme ça, on peut reconstruire un conduit auditif et on peut mettre l'implant. Donc ça, c'est un caréname, on peut mettre un VSB. Il vaut mieux pour surveiller l'oreille. Donc, on n'est pas obligé de faire une exclusion d'oreille pour les otites chroniques. Ce n'est pas la peine. On peut très bien mettre un VSB et laisser un drain. Donc, déplacement secondaire est suivi. Donc, le choix d'un plan, capacité couplage, étrier, c'est mieux que la platine et c'est mieux que la fenêtre ronde. Étrier fixé, là, c'est problématique. Otite chronique avec épanchement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et la facilité opératoire, c'est chirurgien indépendant, il faut quand même être formé pour placer ces implants, mais c'est là une chirurgie qui n'est pas beaucoup plus compliquée qu'une tympanoplastie. Donc, la puissance, si on a un implant conduction osseuse magnétique, on aura une atténuation. Sur pilier, c'est la référence. Et les IOM ont des vibrations variables. Aujourd'hui, il n'y a plus que le VSB, donc on est tranquille. Mais il faut quand même que vous regardiez votre plage d'indication pour voir si votre courbe osseuse n'est pas trop basse. Même si l'épanchement d'oreille moyenne donne une atténuation, le VSB marchera quand même correctement. Donc, ça marche très bien. Là, c'était un exemple du Carina avec une puissance qui est plus limitée par le microphone, mais le Carina, c'est exactement les mêmes indications que l'implant VSB. Et vous voyez la quantité de gains par rapport au préopératoire. Ici, hein, je vais prendre un petit stylo rouge. Hop. Voilà, ici, on regarde celle-là, ça suffit. En moyenne, vous voyez qu'on a un seuil à 77 en préopératoire et à 55 en post-opératoire avec un gain d'environ 20 décibels sur toutes les fréquences qui peut aller jusqu'à 30 dans les surdités mixtes. Donc, un gain de 30 décibels, c'est exactement le gain de l'appareil auditif et de la tympanoplastie. Donc, on traite son patient. Donc, l'implant d'oreille moyenne, n'oubliez pas que c'est une chirurgie ossiculaire. Donc, les résultats des ossiculoplasties, ils ont 3 facteurs. La technique, la prothèse et la qualité du chirurgien. Donc, il faut disséquer, il faut s'entraîner et il ne faut pas hésiter à s'entraîner à faire des tympanoplasties pour après être bon en implantation d'oreille moyenne. Ce n'est pas une chirurgie qui est compliquée. Le patient, alors ça, c'est le plus important. Le patient, il doit avoir compris. Le dispositif et les contraintes, c'est quand même un implant, ce n'est pas n'importe quoi. Le coût, si le cas échéant, la manipulation, est-ce qu'il va devoir le régler, comment il va manipuler son appareillage, changer sa pile. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans le conseil au patient. Il doit avoir des documents d'information des industriels, c'est important. Et l'idéal, c'est qu'il puisse discuter avec des patients implantés pour pouvoir se faire une idée, parce que parfois, les patients se font des fausses idées de leur implant. Parce que nous, on leur dit que ça va tout régler comme problème. On a tendance à être optimiste. On n'a pas forcément tort, mais il faut faire un petit peu attention aux attentes du patient. Donc, en conclusion,
j'estime vraiment qu'il y a toujours, entre guillemets, mais toujours, une possibilité d'implant d'oreille moyenne dans les surdité mixtes. Donc pensez-y. La stimulation à fenêtre ronde, je mets un warning dessus, mais elle est valide même s'il y a un étrier qui est fixé. Et ça peut être très intéressant. La stimulation de l'étrier est fixée et possible en cas de situation particulière. Alors pourquoi je parle d'étrier fixé? C'est parce que l'étrier fixé, c'est vraiment la seule limite à l'implant d'oreille moyenne. C'est pour ça que je l'ai mise dessous. C'est le presque toujours. C'est vraiment ce qui va nous coincer dans la possibilité. Mais on peut quand même fixer un VSB sur un étrier fixé. On aura quand même une conduction puissante. La stimulation de la fosse ovale et de l'étrier, c'est celle qui est la plus efficiente en termes d'énergie. C'est celle qu'il faut privilégier. Donc on sélectionne son patient avec son histoire, le statut de l'oreille par un scanner, un bilan auditif et une information. La chirurgie, les points importants, c'est le couplage, la facilité d'implantation, bien sûr le temps opératoire pour les implants les plus compliqués. L'activation, elle dépend des régleurs. C'est quelque chose qui est très simple pour le VSB, ça ne pose pas de problème particulier, ce qui est quand même très différent des implants cochléaires. Et il y a le suivi et bien sûr le rapport coût-bénéfice, la qualité de vie, j'en parle pas trop aujourd'hui. Donc il n'y a quasiment aucune limite à l'utilisation des implants d'oreille moyenne et des implants conduction osseuse, sauf le coût. Il y a 4 questions à se poser. Est-ce qu'on peut l'appareiller ou est-ce qu'on peut stimuler en conduction osseuse? Deuxième question, est-ce qu'on peut faire une reconstruction de tympano séculaire fonctionnelle? Parce que bien sûr, si vous pouvez refaire une tympanoplastie, pas besoin de s'embêter avec un implant d'oreille moyenne. Est-ce qu'il y a une possibilité de coupler un implant d'oreille moyenne ou pas? Est-ce que l'oreille va accepter l'implant? Et est-ce qu'on peut rester en stimulation acoustique, stéréophonique? Et qu'est-ce qu'on peut avoir une stéréophonie avec notre solution? Donc avec ces questions-là, on peut proposer un algorithme que je vais vous proposer après. Donc il faut un bon bilan auditif et un bon bilan radiologique. 5 ans après cholestéatome. Il faut un implant puissant, aujourd'hui on a le VSB. Il faut un bon couplage pour optimiser la puissance et réduire le arsène. Donc il faut un bon chirurgien, il faut un bon pharmacien pour pouvoir faire rembourser les choses. Et il faut un patient qui est bien informé. Donc, l'algorithme. Première question, est-ce qu'on peut faire une ossiculoplastie, une tympanoplastie simple avec un appareillage? Et est-ce qu'avec ça, on aura une stéréophonie? Si c'est oui, je pense que ça se tente. Ossiculoplastie et appareillage. Si c'est non, et pourquoi ça serait non? Les deux seules limites principales, c'est la latéralisation de tympan, qui est toujours un problème, et la dysfonction tubaire. Donc dans ce cas-là, on va se poser une question. Est-ce qu'on peut mettre un implant magnétique? La seule réserve, c'est quoi? Cholestéatome ou pathologie du cerveau? Si on ne peut pas, parce qu'on a ce problème de suivi IRM, eh bien, ADIR ou un implant en conduction osseuse percutané avec un pilier. Et en attendant que le problème soit réglé au niveau cérébral, s'il est réglé. Si par contre on n'a pas de réserve sur l'IRM, ben dans ce cas-là, on peut avoir un implant en conduction osseuse transcutané et un implant d'oreille moyenne. Et on va regarder 2 paramètres, le seuil en conduction osseuse et le site de couplage. Si le seuil est meilleur que 45 décibels, ben, on a plusieurs possibilités, dont le VSB et le bond bridge. Si le seuil est supérieur à 45 décibels, on a le Carina, le MET et le Codax. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'existent plus. Donc, on n'a pas de solution. Et c'est un petit souci pour nous aujourd'hui. Et bien sûr, l'implant cochléaire, il ne faut pas l'oublier. Ça marche très bien dans les surdité mixtes. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc là, je vais vous proposer quelques cas cliniques rapides, si vous voulez. Donc ça, c'est un monsieur de 59 ans qui a une surdité de transmission droite, vous la voyez, après des tympanoplasties multiples. Donc il n'en a pas eu qu'une. Donc vous voyez qu'il a un tympan qui est, j'espère que vous le voyez, latéralisé et qui est difficilement accessible à une tympanoplastie. Donc on peut lui proposer plusieurs solutions. On lui a proposé une solution d'appareillage, seulement il a la distorsion acoustique. Donc vous voyez qu'il a une oreille gauche qui est normale, et il a un Parkinson. Donc le Parkinson, ça peut nous bloquer pour l'IRM. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme solution? Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros, hein. Je crois qu'on peut discuter un petit peu, et puis encore 5-6 minutes. Ou est-ce que vous préférez que je passe les cas? Bon, je passe les cas. Je passe les cas, ça va plus vite. Ouais. Okay. Donc, on a eu l'OK du neurologue par rapport à l'IRM. On lui a amené un plan Carina à l'époque où c'était encore utile. Alors là, aujourd'hui, on ne parle pas de Carina, bien évidemment. Et de toute façon, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est juste pour vous dire que la Carina sur l'étrier, ça marche très bien. On a une aide auditive invisible et on a regardé un résultat de l'implant Carina
qui aurait été honnêtement, sans rougir, je le dis, aussi bon chez le VSB. On a rattrapé la conduction osseuse et on a un patient qui est en stéréophonie et qui s'est amélioré avec le temps. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'au bout du temps, il s'améliore, on n'a pas trop le temps d'en parler. Ça, c'est un vieux cas, mais c'est pour vous dire que voilà, avec un implant, donc elle les a perdus depuis, hein, ça fait très longtemps, et je crois que c'est mes premiers implants, et Vincent s'en rappelle peut-être à l'époque, la même patiente en latéralisation bilatérale, à droite et à gauche une fenêtre ronde, à gauche un étrier, et vous voyez qu'on rattrape complètement la courbe osseuse, et même qu'on remonte au-dessus de la courbe osseuse, vous voyez. On est en courbe osseuse ici, on a du gain, voilà, toute la partie assurée, c'est du gain au-dessus de la courbe osseuse. Donc on a vraiment une tympanoplastie qui ramène de l'acoustique au-dessus de la conduction osseuse. Ça, c'est intéressant. Je vais passer celle-là rapidement. Voilà, une patiente qui a une autospongiose opérée avec une lisse de l'enclume, c'est un cas intéressant. Je vous dis, j'ai pas de solution pour elle réelle, mais ce qui est intéressant de regarder chez cette patiente de ce monsieur de 51 ans, avec une lisse de l'enclume, c'est que vous avez une conduction osseuse qui est ici, donc qui est en moyenne au-dessous de 50 décibels. Ça veut dire que même si vous fermez son rhigne géométrique, vous allez avoir besoin d'appareillage. Donc c'est un patient qui est avec une vocale dégradée, va pouvoir avoir, pour une stéréophonie, besoin d'une tympanoplastie plus d'un appareillage. Donc, avec un implant d'oreille moyenne, vous pouvez réparer l'enclume avec du ciment, mettre l'implant VSB et vous aurez une récupération stéréophonique du patient. Ça, c'est intéressant. Il faut se méfier. Patiente opérée 3 fois d'autospongieuse à gauche, avec ce rhino géométrique, donc une courbe osseuse qui est tout à fait compatible avec une conduction osseuse ou un implant d'oreille moyenne. Il n'y a pas de souci. C'est meilleur que 40 décibels. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai dessiné pour la patiente. Donc, si on ferme son rhine, on a une récupération en stéréophonie. Donc, c'est ce qu'il faut faire en premier. Il ne faut pas penser aux implants dans ces cas-là. Le problème, c'est qu'on regarde son scanner et qu'on lit son compte rendu opératoire et qu'elle avait eu quoi? Elle avait eu quoi? Un piston de type TORP total sur l'autospongiose, sur une veine. Et elle avait eu ça comme piston. Donc, si vous regardez ce piston-là, le problème qu'on a, eh ben, c'est qu'on a cette partie-là qui est visible au scanner et cette partie-là qui est en ce matériel, je ne sais plus ce que c'est celui-là, qui n'est pas visible au scanner. Et si vous regardez bien, ici, vous voyez que, en fait, sa prothèse, elle est intravestibulaire. On n'a plus que la tête. Tout le fût est dans le vestibule. Donc, pas touché. On ne touche pas à cette prothèse qui est ici, en fait, dans le vestibule. Donc, on ne peut pas l'opérer. Donc, elle, c'est conduction osseuse automatique. Donc, bien regarder son scanner avant d'aller opérer ces patients-là. Je passe un petit peu plus vite. Ouais. Latéralisation de tympan, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'il y a un étrier présent. Si un étrier est présent, c'est qu'on va pouvoir mettre un implant d'oreille moyenne. C'est une patiente qui a une latéralisation de tympan. Vous voyez, le tympan est ici. Là, on a un étrier présent, donc il n'y a aucun problème pour le VSB, avec une oreille moyenne qui est très jolie. Hors de question de faire une tympanoplastie, ça ne marchera pas. Le tympan reviendra toujours à sa place. Très bonne indication de VSB. Pareil, un tympan latéralisé, un étrier présent. Très très bonne indication de tympanoplastie avec VSB pour rattraper la conduction osseuse et aussi l'indication de bone bridge avec bien sûr un rhine qui va pouvoir être rattrapé puisque la conduction osseuse est meilleure que 30 décibels. Donc on peut tout faire dans ces cas-là. On a un cholesthatome opéré mais ça fait 6 ans. Donc on n'a quasiment aucune restriction aux limites, VSB ou bone bridge ou conduction osseuse quelconque, mais en tout cas pas de chirurgie parce qu'on n'arrivera jamais à rattraper ça. Bien sûr, IRM pour vérifier. Patiente avec une cavité ouverte, surdité mixte, non appareillable. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas d'autoré, une gêne auditive chronique aggravée. Et on a une cavité ouverte qui est assez jolie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui mettre plusieurs choses. On n'a pas d'étrier. On ne voit pas bien le scanner, je suis désolé. On n'a pas d'étrier présent. Donc il va falloir mettre un implant d'oreille moyenne sur la platine, avec la torpe de Medel, ou alors sur la fenêtre ronde, mais avec une conduction osseuse qui est meilleure que 40 décibels, vous voyez, on a quand même beaucoup de possibilités. Et si on ne veut pas retourner dans l'oreille, une conduction osseuse de type bone bridge peut très bien fonctionner, puisqu'on a une conduction osseuse, encore une fois, de meilleure que 40 décibels. Donc vous voyez qu'on a des possibilités, et même si on n'a pas beaucoup d'os en arrière, le bone bridge va pouvoir être placé. Je vais passer un petit peu tout ça.
se méfier. Sténose bilatérale des conduits, vous voyez, un tympan latéralisé, pareil, avec une chaîne intacte. Et bien là, ce patient-là, on peut quasiment tout faire, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder son audiogramme. Hein. Il est pas bien, ce patient, il est gêné, il a des distorsions acoustiques avec ses appareillages et avec ses conductions osseuses. Pourquoi? Parce qu'il a une surdité mixte avec une CO de 50 décibels depuis des années. Il s'est habitué à cette surdité. Et vous allez voir qu'on lui a placé un Carina. Donc c'est intéressant, puisque laisser en conduction osseuse, pour lui, ça marchait pas. Ça marchait pas bien, il n'entendait pas bien, il récupérait pas de vocal. Donc on lui met un Carina et voyez le résultat du Carina. Un résultat qui est sur le papier excellent. On rattrape la conduction osseuse, on se met à 40. Et par contre, le patient, il n'entend rien. Il ne comprend rien et il ne décroche pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'améliorer. Il a fallu 6 mois de stimulation nuit et jour pour qu'il puisse commencer à avoir une amélioration. Donc attention à l'ancienneté de la surdité aussi, c'est un paramètre important chez les patients qui commencent à vieillir. Et je finis sur celui-là. Une dame de 70 ans qui a une otite chronique et une autospongieuse, qui a cet audiogramme-là. Vous voyez, c'est une catastrophe. Surdité mixte sévère à profonde, avec une CO qui est quand même intéressante. Une chirurgie à gauche, pas de chirurgie à droite. Diminution de l'acuité auditive depuis 20 ans, aide auditive bilatérale. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan auditif avec des tests en conduction osseuse sur bandeau. Vous voyez que la patiente, elle a une tonale qui remonte sur bandeau, donc c'est intéressant, mais aucune vocale. Donc ça veut dire que cette patiente-là, sa vocale ne décroche pas. Donc on a 0 de vocale, malgré une tonale qui est meilleure que 40 décibels. Donc, vocale qui ne remonte pas assez. Et le scanner. Alors le scanner, regardez, on a un mur en titane, et en plus elle n'a pas été opérée à l'hôpital Nord. Donc c'est même pas Jacques Magnan ou moi-même qui a mis l'implant à l'époque. Et une magnifique autospongieuse cochléaire. Vous voyez le foyer d'autospongieuse qui fait tout le tour de la cochlée. Donc on a 2 problèmes, un problème d'oreille moyenne, un problème d'oreille interne. Donc checklist, est-ce qu'on peut lui faire les aides auditives, une connexion osseuse? Non, les tests sont nuls, elle n'a pas de vocale. Est-ce qu'on peut faire une tympano? Impossible. On ne peut pas refaire un tympan et surtout on ne pourra pas faire de couplage acoustique. Est-ce qu'on peut placer un FMT de VSB de Medel? Impossible. On n'a aucun accès à la fenêtre ronde et on n'a plus étrier. Et est-ce qu'on peut continuer en stimulation acoustique? Eh bien, on n'a aucune solution. La seule solution chez elle, c'est l'implant cochléaire. Eh bien, c'est ce qu'on fait. Donc, on enlève le mur en titane. On accède à la cochlée en fraisant l'autospongieuse. On reconstruit, on met l'implant cochléaire en place et on reconstruit le conduit auditif avec de la poudre d'os et du ciment. Et on referme l'oreille. Et voyez le résultat de cette patiente avec son implant cochléaire, une tonale avec implant cochléaire à 30 décibels et une vocale qui décolle, mais je n'ai pas encore les résultats, je ne les ai pas récupérés. C'est une ancienne patiente de l'hôpital. Donc, je vous ai tout fait, y compris l'implant cochléaire dans ces cas-là, lorsque la checklist, elle est complètement aboutie. Voilà, j'en ai terminé de cette longue présentation et je suis à vous pour les questions que vous souhaitez. Merci Arnaud. Merci. Je suis revenu, je pense, là. C'est bon? Oui. Merci, professeur Arnaud Devez, donc, pour cette excellente présentation didactique qui a fait le tour des implants à ancrage osseux, des implants d'oreille moyenne, et pour finir avec quelques indications de l'implant cochléaire quand tout ne marche pas. Donc, on a bien compris que c'est un peu la limite entre l'audioprothèse et l'implant cochléaire. Là où on a des difficultés à faire une audioprothèse, que ce soit sur le plan résultat ou bien sur le plan anatomique, c'est là où on va proposer ces implants. C'est pour pallier à tout ce qui est problème d'ossiculoplastie et de conduit absent ou autre indication d'ordre anatomique. Donc, j'ai essayé de faire des petits groupes de questions. Pour tout ce qui est... Oui. Donc, on va commencer par le préopératoire. Donc, pour les tests préopératoires, vous devez évaluer premièrement le gain
donc les seuils auditifs en conduction osseuse aérienne. Vous l'avez bien dit, l'évaluation de la vocale est très importante, quel que soit le seuil auditif. Mais une question par rapport à la préparation pour la chirurgie, faut-il avoir une épaisseur bien déterminée de la mastoïde pour pouvoir mettre des implants à ancrage osseux? Est-ce qu'il y a des limites pour l'épaisseur de la mastoïde pour pouvoir mettre cet implant? Alors, c'est une bonne question, c'est plutôt une question chirurgicale, mais c'est bien sûr une question chirurgicale d'indication. Il n'y a pas de limite vraie pour la mise en place des implants en conduction osseuse, quelle que soit l'épaisseur de la mastoïde. Alors, à ceci près que pour des mastoïdes très peu épaisses, si on veut mettre un pilier, on va s'assurer qu'il y a assez de cortical, mais c'est toujours le cas. Et si on parle d'un implant Bone Bridge, il a été démontré aujourd'hui et c'est publié qu'il n'y a pas de difficulté, si on a une mastoïde petite, à placer l'implant en rétrosigmoïde ou alors à impacter de manière progressive et douce un sinus latéral ou une dure mère et que ça ne retentit en rien sur le risque du patient et deuxièmement sur le résultat de l'implantation. Donc il y a quand même assez peu de situations où on n'est pas capable de placer cet implant-là. Et s'il faut, on recule l'implant en conduction osseuse vers l'arrière, vers l'occipital, et on n'aura pas de problème pour le placer. On va juste retourner la partie du processeur pour pas qu'elle soit trop en arrière, ça ne sert à rien, mais la partie vibrante, on va quasiment toujours pouvoir la placer. Il n'y a aucune difficulté à repousser une dure mère si on le fait progressivement. Il y a très peu de risque de saignement, et surtout l'implant va boucher l'orifice osseux, donc ce qui correspond à une plaque de reconstruction que les neurochirurgiens utilisent tout le temps. Voilà, bien sûr, il faut s'entourer d'un environnement de sécurité pour le patient, s'il y a un hématome ou autre chose, mais ça n'a jamais été publié et ce n'est pas le cas. D'accord. Est-ce qu'il y a une limite d'âge inférieur pour faire les implants d'oreille moyenne ou bien les implants à ancrage osseux? C'est une très bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend de la qualité de vie du patient. Je l'ai abordé sans le détailler. C'est l'échelle Quali. Je vous l'ai quand même dit, c'est-à-dire qu'on va regarder quand même l'âge du patient et on va savoir combien de temps en bonne santé le patient a devant lui. Donc, bien sûr, on va faire une espèce de somme arithmétique de la quantité d'âge en bonne santé du patient qui lui reste. On ne va pas prendre un patient de 85 ans qui est en très mauvais état général. Ça va être compliqué pour un implant d'oreille moyenne. En tout cas, il faut s'assurer que la solution qu'on lui propose soit suffisamment puissante pour lui apporter un bénéfice acoustique. Parce que, attention, il est démontré aujourd'hui que ne pas traiter une surdité chez une personne vieillissante expose à un risque entre 2 et 5 de développer une maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que si vous ne traitez pas de la meilleure des façons un patient qui vieillit et qui commence à avoir des troubles cognitifs, eh bien, vous l'exposez à un surrisque cognitif. Donc là, c'est presque une faute. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de limite. Maintenant, la limite, ça va être l'anesthésie. Et un implant d'oreille moyenne, un VSB, il faut être quand même habitué pour pouvoir le mettre sous anesthésie locale. Ce n'est pas du tout impossible. Mais peut-être qu'on va choisir un implant en conduction osseuse surpuissant, dans ces cas-là, pour être plus tranquille sur une surdité mixte. Par contre, il faut aider ces patients-là. Donc non, je dirais qu'il n'y a pas de limite d'âge. Après, bon, bien évidemment, 90, 92 ans, tout est une affaire de bon sens et d'éthique. Oui. Donc, j'ai une question qui semble un peu bizarre. Le fait de stimuler en conduction osseuse sur surdité unilatérale, est-ce que ça ne peut pas constituer une gêne pour l'oreille controlatéral, puisqu'il y a un passage trans... C'est une très bonne question. Ça s'appelle l'effet Squelch. Oui. C'est une très bonne question et ça, j'ai eu quand même des situations un petit peu compliquées. Lorsque vous allez faire une stimulation contralatérale, si l'implant va servir en fait de récepteur. Alors j'ai le cas vraiment très pratique d'une patiente qui est une assistante de pharmacie et elle fait la caisse à la pharmacie et son implant en conduction osseuse qui est un Bone Bridge, dont elle est très contente, en plus c'est un Bone Bridge, elle ne le portait pas à la pharmacie parce qu'il y avait l'imprimante des facturations qui était du côté des Bone Bridge et du coup ça lui a empêché d'entendre les clientes. Donc c'est vraiment un cas très concret. Donc il faut faire quand même attention au renvoi et au contrôle latéral du son parce qu'on va ramener l'ensemble des informations sonores.
Donc, dans la majorité des cas, ça aide les patients, ils vont s'y habituer, mais au début, ils sont toujours gênés. Après, il y a une habituation cérébrale, comme nous, qui avons deux oreilles, notre cerveau a bien compris ça. Mais sinon, on a un bruit de fond sur une oreille unilatérale, et bien sûr, on va être perturbé autant qu'un patient. Donc oui, il peut y avoir des gênes. Il faut bien interroger le patient sur ses habitus sociaux et professionnels. D'accord. Donc, également, toujours dans le préopératoire, l'indication de l'autospongiose. Est-ce qu'il vaut mieux une stimulation transosseuse ou mieux un sound bridge, donc un implant d'oreille moyenne? Et si on va opter pour un implant de l'oreille moyenne, est-ce qu'il est mieux de le placer sur le piston directement ou mieux au niveau de la fenêtre oronte? Alors, ça va dépendre de la conduction osseuse, mais bien évidemment, pour un patient, c'est toujours mieux d'avoir une stimulation unique de l'oreille opérée, donc un sound bridge, justement pour éviter cet effet de transfert et d'amortissement. Surtout que le vibrant, le VSB qu'on va mettre sur le patient autospongieux, ben, il va pouvoir le garder plus longtemps. Parce que quand le patient vient vieillir, on va s'adapter au vieillissement, alors que la conduction osseuse, elle va subir le vieillissement. Elle ne peut pas corriger la conduction osseuse. Elle peut pas corriger, elle ne corrige que l'urine. Elle ne donne pas du gain au-dessus de la conduction osseuse, alors que le vibrant, il va le faire. Donc, il vaut mieux stimuler toujours l'oreille. Maintenant, c'est un peu plus compliqué à placer. Et effectivement, tout est discutable. Si le piston est en place, déjà, et qu'on fait une révision et qu'on rajoute le vibrant, il ne faut pas enlever le piston. C'est trop dangereux de réouvrir l'oreille interne. Donc, on va placer le vibrant sur l'enclume. Éventuellement, on peut céder du ciment. J'avais une vidéo, là, je n'ai pas réussi parce que l'émulation pour PowerPoint ne marchait pas, mais j'avais une belle vidéo où je mets un vibrant et je le sécurise avec du ciment pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet de levier, parce qu'avec le piston au milieu, ce n'était pas si facile. Mais je crois qu'il ne faut pas enlever le piston. Ensuite, en première intention, faire une autospongiose plus un vibrant dans le même temps opératoire, je pense que c'est éthiquement discutable parce qu'on ne sait jamais comment le patient va récupérer, parce qu'on se retrouve parfois avec des conductions osseuses faussement basses dans l'autospongiose. Donc, il faut attendre que le patient ait cicatrisé. Il faut voir son résultat post-opératoire à 3 mois et à 6 mois. Et après, si vraiment, et ce n'est pas suffisant, et que le patient ne veut pas d'appareillage, aller lui mettre un implant de vibrant, c'est intéressant. D'accord. Donc, deux petites questions de point de vue technique. Pour les repères de la niche du bone bridge, est-ce qu'il y a des repères bien déterminés à avoir pour pouvoir mettre le bone bridge? Alors oui, la recommandation, et Vincent Jourde me corrigera, la recommandation, c'est quand même de le mettre dans la mastoïde, c'est là où on a le plus de place. Dans l'angle sinusodural, et on a quasiment toujours la place de le placer. Ça, c'est la recommandation première. Donc, on va regarder la profondeur au scanner, mais avec le nouvel implant qui est beaucoup moins profond, il n'y a aucun souci pour mettre le vibrateur. Et il n'y a pas besoin de faire de lit osseux pour le corps de l'implant. Donc, juste la partie vibrante. Donc, ça, c'est la recommandation, c'est la mastoïde dans l'angle sinusodural. Et on a toujours la possibilité de le faire. Après, on peut le mettre en voie rétrosigmoïde, c'est-à-dire sous et en arrière de la mastoïde, là où il y a la veine hémiscère. Et là aussi, on a très souvent de la place avant d'arriver à la diurmère du cervelet, qui est beaucoup plus pratique à manager que la diurmère du lobe temporal. Donc, je le mettrai plutôt dans la mastoïde ou en arrière, plutôt qu'au-dessus, où ça va être un peu plus compliqué sur la diurmère temporale. D'accord. La deuxième question par rapport à la technique chirurgicale, si on est devant un cholestéatome, est-ce que vous optez à l'implant d'oreille moyenne en même temps ou dans le cadre d'une révision, c'est-à-dire en 2 temps, après avoir eu la certitude de l'ablation ou de l'exérèse de la totalité du cholestéatome? Vous avez la réponse dans ma présentation. J'ai marqué 5 ans, il faut 3 ans. 3 ans de sécurité avant de mettre un implant d'oreille moyenne. Les recommandations actuelles, c'est 3 IRM après le cholestéatome. 18 mois, 3 ans, 5 ans. Si à 5 ans, il n'y a plus de cholestéatome, ni cliniquement, bien sûr, ni à l'IRM, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut déclarer le patient guéri. Ben, c'est la même chose pour l'implant. On ne va pas mettre un implant qui va nous empêcher de surveiller un cholestéatome dans un cholestéatome opéré. Alors, c'est dommage parce que c'est miraculeux. Parce que vous opérez un patient d'un cholestéatome, vous savez que vous aurez un résultat intermédiaire, vous mettez un implant, vous êtes sûr que le patient entend, il va être ravi. Donc, c'est séduisant. Le problème, c'est que si vous avez un cholestéatome avec l'implant au milieu, ça va être beaucoup plus difficile à reprendre et vous allez jeter de l'argent puisque vous allez devoir enlever l'implant et le jeter parce que vous ne pouvez pas le remettre. Enfin, compliqué. En la vie, c'est compliqué.
D'accord. Est-ce qu'il y a des tests péropératoires que vous devez réaliser en mettant des bone bridge ou bien des sound bridge, tout comme l'implant cochléaire? Est-ce que vous faites des mesures du potentiel d'action auditif? Il y a pas de, non, il y a pas. Alors, on pourrait faire des mesures de potentiel d'action auditif. Le problème, c'est la latence de la réponse. On le fait pas. On pourrait le faire. Je pense que ça ne sert pas à grand chose. Si votre sélection du patient est bonne, c'est-à-dire que si votre conduction osseuse est présente dans les critères d'indication et que le patient a une vocale, eh ben, il n'y aura pas de raison. Si l'implant est bien placé et bien solidaire, il ne peut pas ne pas marcher. Et donc, on ne fait pas de tests. On faisait des tests avant dans les surdité neurosensorielles parce qu'on avait un retour sur le tympan, c'est un peu technique. Mais en fait, il n'y a pas de raison. On ne fait plus de tests aujourd'hui. Je crois que c'est plus la peine. Si le couplage est bon et avec les nouveaux coupeurs, il n'y a plus de problème. Ben, voilà, si vous avez un doute sur le couplage, vous prenez du ciment chirurgical si c'est possible et vous solidarisez. Mais ça ne peut pas ne pas marcher. D'accord. Les complications? Les complications sont principalement infectieuses. Quelles sont les complications de ce type d'implant? Elles sont infectieuses ou elles sont des complications des tympanoplastiques. Paralysie faciale, si on n'a pas fait gaffe, ça c'est pas acceptable. Mais bon, il faut toujours prévenir le patient. Et les complications infectieuses, si on ne respecte pas les règles de l'asepsie, et c'est vrai que ces otites chroniques, elles sont parfois infectées, donc il faut essayer pas d'assécher le patient, parce que parfois on n'arrive pas, mais il faut essayer de traiter le patient pour que l'oreille ne soit pas trop infectée. Et surtout, il ne faut pas chercher à fermer l'oreille. Il vaut mieux laisser un drain et une oreille ventilée et mettre un implant d'oreille moyenne que de chercher à fermer l'oreille pour la rendre étanche. L'implant, c'est une prothèse ossiculaire. Donc, une prothèse ossiculaire, on peut la mettre avec un drain transtympanique. Donc là, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je suis contre les exclusions d'oreille moyenne. D'accord. Donc, une dernière question, c'est par rapport à l'évaluation des résultats. Quand est-ce que vous parlez d'un échec du processus dans sa totalité? Donc, les délais d'évaluation de ce type d'implant. C'est une très bonne question. Je pense que chez les patients jeunes et qui ont des surdité qui ne sont pas trop anciennes, on sait que ça va fonctionner assez rapidement. Mais on se donne 3 mois. 3 mois d'habituation, c'est le minimum. Et chez les patients un peu plus âgés ou pour lesquels la durée de déaférentation auditive était plus importante, il faut aller jusqu'à 6 mois. Et on voit que les patients, ils mettent 1 an à s'habituer à leur implant parfois, avec une espèce de plateau où ils sont bien habitués, la qualité du son est parfaite, ils ont intégré tous les bruits parasites qu'ils pouvaient avoir. Voilà. Donc je dirais 3 mois, c'est le minimum avant de décider de statuer sur un résultat primaire. 6 mois, c'est une moyenne très acceptable. Après, au bout de 6 mois, c'est réglé. Quand les patients vous disent « oui, 1 an après, vous savez, j'ai encore amélioré parce que j'entends mieux que certains sons », ben, c'est leur cerveau qui s'est habitué, mais ce n'est pas l'implant. L'implant, il fonctionne tout de suite. Donc même 1 semaine, 15 jours après, on sait si ça fonctionne ou pas. Mais c'est vrai que c'est la vocale qui va suivre pour les patients qui sont les plus anciens ou avec des surdités un peu anciennes, pardon, ou les plus âgés. D'accord, merci beaucoup, Dr Arnaud. Donc, je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Donc, j'ai essayé de faire un peu d'ordre dans ces questions. Et je vous remercie pour votre aimabilité d'avoir accepté à animer cette présentation. Je cède la parole à Madame la présidente de l'AMICAD pour clôturer. Merci Madame encore. La présidente, bonsoir. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut donner la parole à Chakib ou à un représentant de MED-EL pour nous dire ce qu'il y est disponible de ce matériel en Tunisie, les prix. Vous voulez parler, M. Vincent? Écoutez, je vais laisser la parole à Michel Beliaef, qui nous a rejoint, qui est donc le directeur de la société MED-EL. Bonjour à tous. Ouais. Salut Michel. Bonjour Chakib. Bravo Arnaud, hein, magnifique. On t'a fait travailler à notre place et tu as fait une très belle rétrospective et une vue d'ensemble de tous ces systèmes. Bravo. Après, il faudrait peut-être, voilà, on peut faire un truc très chirurgical aussi, hein, s'il faut, mais c'est plus technique. Ouais. Donc j'essaie de. Non, mais... En tout cas, merci. Oui. C'était très sympa de le faire. La qualité était super et je trouve que le chat, c'est super. J'ai essayé de répondre à certaines questions, c'était pas toujours facile en direct. Pour ce qui est des aspects économiques, on pourra peut-être revenir vers vous avec Chakib parce qu'en fait,
on n'a pas, enfin, Shakib a déjà donné tout à l'heure le prix, je crois, du VSB en dinars. Je crois que c'est 25 000. Shakib, c'est bien 25 000, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour être honnête avec vous, on n'en a jamais posé en Tunisie, hein, ni de Bonebridge, ni de Sandbridge. Donc peut-être grâce à cette soirée, on pourra, je l'espère, démarrer en Tunisie. Est-ce qu'on espère, nous aussi? On fait bien d'implants cochléaires depuis plus de 10 ans. Au Maghreb, on a démarré au Maroc. On a déjà fait beaucoup de Bonebridge au Maroc avec vos confrères du Maroc. Donc en Algérie aussi quelques cas, mais très peu. Je pense qu'il y a vraiment une place aujourd'hui pour ces systèmes. Donc on fera tout pour vous aider à démarrer dans de bonnes conditions, avec de l'expertise chirurgicale s'il faut vous donner un coup de main sur les cas difficiles pour l'implant cochléaire. Et puis aussi sur les indications, n'hésitez pas à nous envoyer les dossiers, les scans, et on vous aidera à poser l'indication. Parce qu'effectivement, le choix du système est pas toujours évident. Les tests en courbe osseuse, c'est pas toujours évident à bien faire non plus. Il faut savoir bien les faire. Voilà, donc merci. Après, je profite, Michel, parce que vous n'avez pas ouvert le chat exprès pour ne pas être perturbé. Il y a une question d'Imen pour les cavités ouvertes. Je crois que vous en avez pas mal. Et c'est vrai que je n'ai peut-être pas assez insisté dessus. J'ai montré quelques cas. C'est une très bonne question. Et je pense que s'il y a une indication qui est indiscutable, c'est celle-là. Il y a une cavité ouverte qui n'est pas trop inflammatoire. Oui, c'est le seul cas où, s'il n'y a pas de cholestéatome vrai, c'est vraiment une cavité qui est quand même propre, on peut contrôler la peau. C'est le cas où on va placer l'implant en première intention dans la reconstruction. Et je pense que ça, vous allez aider énormément les patients avec ce type d'indication. Donc, je lis quelques questions comme ça pour y répondre, mais vraiment, avec toutes les cavités ouvertes que vous avez, on reconstruit un conduit avec une greffe d'os, 2 cartilages, on met l'implant sur la fenêtre ronde ou sur l'étrier si on a de la chance, et vous êtes quasiment sûr d'avoir un patient qui a un très bon résultat que vous n'aurez jamais avec une tympanoplastie classique. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30 à 35% des patients en cavité ouverte qui ont une bonne audition avec une tympanoplastie. Jacques Maillan disait que c'était les patients qui n'avaient pas besoin de technique ouverte, ceux qui marchaient bien. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une très bonne indication d'implant. Et la deuxième indication, c'est latéralisation de tympan. Donc, j'essaye de répondre aux questions, mais voilà, je réponds à Imen qui sur cette question-là. Et je suis bien sûr moi, je veux à venir vous aider, hein, s'il y a besoin. C'est l'autre fait. Moi, je voudrais bien. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais bien poser 2 petites questions à Dr Arnaud, qui sont d'ordre du quotidien, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des possibilités d'interférence si on a un implant au niveau de l'oreille? Est-ce qu'il y a des interférences, par exemple, avec les ondes GSM? Autrement dit, est-ce que le malade peut utiliser normalement son portable? Je vous dirais qu'il peut utiliser son portable, mais je vais laisser répondre Vincent ou Michel ou Shakib. Il n'y a pas de problème d'interférence avec les téléphones. Hein. Non, il n'y a aucun problème. C'est parfaitement maîtrisé. Comme pour les implants cochléaires, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir certaines interférences en passant sous les portiques dans certains magasins où les patients peuvent entendre un bruit désagréable, un bruit de fond désagréable. Ou près du tramway, j'ai certains patients qui m'ont rapporté avoir entendu des bruits parasites en s'approchant d'une ligne de tram. Et c'est lié tout simplement à ce qu'on appelle la porteuse, c'est-à-dire le système d'émission-réception entre la partie processeur externe et l'implant. Mais c'est sans aucun danger pour le patient, c'est transitoire, c'est au moment où il s'approche de ces systèmes. Voilà. Mais il n'y a pas de parasites. Je vais en profiter pour... Je vais profiter pour un petit commentaire sur ça. Vincent se souvient peut-être de cette patiente, une patiente qui habite à Toulon, qui est téléopératrice, qui avait une surdité mixte. Et le seul moyen de la réhabiliter, c'est de mettre en place un système VSB et qu'on a connecté à son téléphone professionnel. Et grâce à ça, elle pouvait téléphoner sur son oreille anciennement sourde. C'est-à-dire qu'elle avait son oreille qu'elle n'utilisait pas parce qu'elle était en surdité mixte. Avec le VSB, on a traité et sa surdité mixte et sa tympanoplastie, et on a connecté l'implant directement au téléphone. Ça veut dire qu'elle avait son oreille normalement tendante pour l'environnement, et elle entendait sur son implant. C'est-à-dire qu'en fait, vous résolvez 2 problèmes. Parce que quand ces patients-là, quand ils téléphonent sur leur bonne oreille, ils sont isolés, ils n'entendent plus. Donc non seulement elle téléphone sur, entre guillemets, la mauvaise oreille qu'on a réhabilitée,
Et en plus, elle garde sa bonne oreille pour l'environnement. Donc, je peux vous dire que c'est des patients qui sont transformés sur le plan de la qualité de vie. Alors, la deuxième petite question, s'il vous plaît. Est-ce que lorsqu'on a un implant au niveau des oreilles, un implant d'oreille moyenne, et qu'on est exposé pour une raison professionnelle ou autre à des bruits intenses, des bruits oui, qui sont très forts, est-ce qu'on est plus exposé au traumatisme sonore, ou alors c'est des mesures de prévention normales? Je vais vous répondre et laisser les spécialistes Vincent et Michel vous répondre plus précisément, mais non, puisque le processeur va récupérer comme un appareil auditif le signal sonore et va le filtrer. Donc vous avez bien sûr dans le processeur les algorithmes qui vont ne pas laisser passer un son de 130 ou 140 décibels si le patient par hasard se trouvait sous un Boeing 747. Mais de toute façon, à 140 décibels, j'espère pas pour lui, c'est pas le problème de l'implant d'oreille moyenne qu'il va avoir, c'est un autre souci. Mais bon, j'espère que le processeur intègre ce système et j'en suis quasiment certain. Oui, bien sûr. Il y a, comme pour tous les systèmes auditifs, que ce soit les implants cochléaires, les prothèses auditives, il y a un contrôle du niveau de sortie qui fait qu'on reste toujours en dessous du niveau inconfortable du patient. Donc en fait, c'est impossible pour le patient d'être surstimulé. Sauf si effectivement il passe sur un avion, c'est pas l'implant qui va lui faire entendre l'avion, c'est les 140 dB de l'avion qui vont rentrer dans son. Voilà. Mais il n'y a pas plus de risque que de porter une prothèse auditive qui amplifie les sons tout naturellement pour que le patient puisse accéder à l'audition. Il n'y a pas de danger. Est-ce que je peux me permettre de vous quitter parce qu'il faut vraiment que je descende? On va là, à la fin de la réunion, il faut qu'on vote. Donc, oui, bien sûr, on va. Et vous pouvez continuer à Bien sûr, on vous remercie infiniment. On ne va pas vous tarder plus. Je remercie encore une fois l'équipe MEDEL et Chakib. Je remercie tous les participants à cet enseignement. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci Chakib. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.